Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième rendez-vous juridique de la saison présenté par Kane Lamarre. Mon nom est Marlène Godreau, je suis directrice générale adjointe de la Chambre de commerce et d'industrie Saguenay-le-Fjord. L'événement d'aujourd'hui portera sur la médiation, un processus essentiel dans la résolution des conflits, offrant une alternative efficace et rapide aux litiges judiciaires. Elle favorise la communication et la compréhension mutuelle, permettant aux parties de trouver des solutions répondant à leurs besoins. Aujourd'hui, en compagnie de Maître Jean-Pierre Lévesque et de Maître Robert Pidgeon, tous deux avocats chez Kane Lamarre, nous explorerons les principes fondamentaux de la médiation et son importance dans le contexte civil et commercial. Une période de questions sera ouverte à la toute fin de l'événement. J'aimerais maintenant remercier et saluer nos partenaires annuels à la Chambre de commerce, Ville de Saguenay, la MRC du Fjord du Saguenay, Rio Tinto et notre partenaire durable Carbone Québec. Sans plus tarder, j'aimerais maintenant vous présenter nos deux conférenciers de ce matin. Tout d'abord, Maître Jean-Pierre Lévesque est avocat associé chez Kane Lamarre et pratique principalement en droit des affaires. Il supporte une clientèle composée de PME et d'entreprises de grande envergure dans des dossiers de réorganisation corporative, transfert à la relève et transactions d'achat ou de vente d'actions ou d'actifs au Québec et ailleurs au Canada. Son expertise est également recherchée dans le cadre de la mise en place de financement par capital de risque et lors de situations conflictuelles entre associés ou actionnaires. Maître Robert Pidgeon a été juge de la Cour d'appel et juge en chef associé de la Cour supérieure du Québec, avant de se joindre à titre d'associé conseil au cabinet Kane Lamarre de Québec. Durant sa carrière, il a donné plus d'une centaine de conférences, entre autres au sujet de la réforme de procédure civile, de droit de la santé, de l'accès à la justice, de la gestion de l'instance et de la déontologie. Le travail de Maître Pidgeon a été reconnu à plusieurs reprises. Il a ainsi obtenu la médaille du barreau de Québec ainsi que le Grand Prix diplômé de l'Université de Laval. Avant de débuter, je vous mentionne que nous ne pourrons pas partager la présentation d'aujourd'hui. Je vous invite donc à prendre des notes tout au long de celle-ci. Messieurs, je vous cède maintenant la parole et bonne conférence à vous deux. Merci beaucoup, Marlène. Alors, pour cette présentation, mon nom est Jean-Pierre Lévesque. Bon matin. Merci d'avoir répondu présent à ce rendez-vous juridique. On est un peu entre nous, là. On est un petit groupe, c'est ce qui est parfait pour les échanges. Je vous demanderai de noter vos questions. On les prendrait à la toute fin pour pas ralentir le rythme de la présentation. Un petit mot sur Kane Lamarre. Donc, on a un cabinet d'environ 250 professionnels du droit répartis dans la plupart des régions du Québec. Est-ce que vous m'entendez bien, Marlène? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci. Et c'est un honneur et un privilège pour nous de présenter les rendez-vous juridiques. Il y en a 3 par année. C'est un moment intéressant pour vous pour découvrir et vous sensibiliser sur différents sujets du droit, en particulier des sujets d'actualité. Aujourd'hui, il va être question de la médiation comme mode de règlement des différends. Et la raison pour laquelle on ne partage pas notre PowerPoint, ce que nous faisons habituellement, je tiens à vous dire que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'il y a des citations de certains auteurs et donc en raison de toute la notion de droit d'auteur, on ne peut pas faire ce partage-là. Donc, on vous invite à prendre des bonnes notes. Marlène nous a déjà passablement présenté. Je vais partager mon écran, ce que j'avais oublié de faire. Je pense que ce serait déjà un bon départ. Euh, donc, vous la voyez? Merci. Alors, passons sur la présentation, la façon que nous allons fonctionner aujourd'hui. Je vais commencer par vous faire une courte présentation sur la mise en contexte et également le processus de médiation. Maître Pidgeon va faire, si on veut, la seconde partie de la présentation. Là, j'ai comme un petit enjeu avec mon partage d'écran. OK. Donc, Monsieur le juge Pidgeon, si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à m'interrompre au besoin. J'adore être interrompu.
Là, je ne sais pas pour quelle raison, ma présentation se déroule sans que je puisse Je sur crois que pause. tu as mis du temps, Jean-Pierre, pour chacune de tes slides. Au pire, paye sur pause C'est ce que j'ai fait, puis il le fait en quand bas. je suis comme en train de vous vendre mes punchs. Non, elle le fait quand même. Je ne sais pas pour quelle raison ça fait ça. Pause. Normalement, si tu payes sur pause, il ne devrait plus défiler. OK. Allons-y comme ça. On va se croiser les doigts. Donc, il y a au niveau de la mise en contexte, les différents entre les parties habituellement sont traités par les tribunaux de droit commun. Je pense que ça me déconcentre, ça. Elle est vraiment partie de la présentation. Ça défile. Nous, à sur pause, Jean-Pierre, par contre, là, on voit vos photos OK. à l'écran. Donc, je vais revenir avec. Là, vous voyez contexte. Oui. Vous voyez encore contexte. Non. Là, c'est noir. Là, c'est du contexte. Là, Là, vous c'est voyez la page 3. Page 4. page 3. Page 3. Encore page 3. Oui. Désolé pour le petit souci technique. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Donc, usuellement, quand les gens vivent un différend, de quelque nature que ce soit de nature civile, de nature commerciale, de droit du travail, peu importe, le réflexe qu'ont les gens, c'est de dire, ben, on va prendre un avocat, l'autre partie va se prendre un avocat, puis on va aller à la cour. De sorte que les différends, traditionnellement, sont réglés par les tribunaux, quand on parle de différends basés sur le droit. Et les juges ont une approche qui, évidemment, je dirais, est basée sur la preuve entendue et sur le droit applicable. C'est-à-dire que la décision va être fondée sur la preuve à laquelle le juge va appliquer la règle de droit. Et le juge va rendre une décision en fonction de ce qui est demandé par les parties. Donc, c'est un mécanisme où on a un tiers décideur qui, bien entendu, doit respecter les règles et doit respecter l'encadrement qui est prévu par la loi. Évidemment, comme vous le voyez à la diapositive, j'espère que c'est encore la 3, là, moi c'est la dernière là, que je vois. Je te rassure, c'est toujours la 3, Jean-Pierre. C'est bon. Alors, c'est une avenue, évidemment, qui est curative. Alors, ce n'est pas une avenue qui est préventive. Euh, Par exemple, on ne va pas aller devant un juge pour obtenir une décision afin de régler le différend. Le différend, il est là. Maintenant, il peut y avoir dans le processus judiciaire des étapes, là, on va en parler tout à l'heure, de médiation, de facilitation. Mais lorsqu'on est rendu à procès, dans un processus, je dirais, traditionnel, bien, on va là pour obtenir d'un tiers un règlement définitif, qui pas pour négocier. Alors, il y a certains enjeux par rapport à ça, dont, entre autres, la lenteur du processus. Souvent, les gens disent, les grands freins à la justice, là, ça coûte cher, la justice, c'est long. Et je vous dirais que effectivement, c'est vrai que c'est coûteux, mais même pour les gens qui ont, disons, les moyens de faire de très longs litiges, les délais sont les mêmes pour ces gens-là. La lenteur du processus est la même pour tous les justiciables. Alors, les justiciables, dans le jargon juridique, c'est les gens qui se présentent à la cour ou ont des besoins qui requièrent l'intervention des tribunaux. Donc, la lenteur est la même pour tout le monde. À Montréal, M. le juge Pidgeon me parlait que c'était en moyenne une audition était faite en moyenne 3 ans après la mise en état d'un dossier. Donc, 3 ans après la mise en état d'un dossier, ça veut dire votre dossier il est prêt à être entendu, là. Vous faites l'inscription à la cour pour être entendu devant un juge. Puis
qu'en moyenne, c'est 3 ans. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, monsieur le juge, sur la lenteur des Non, procédures. non, c'est une réalité. C'est les juges de la division de Montréal qui m'ont parlé de ces délais-là à la suite de discussions que j'ai eues avec eux, et particulièrement l'ex-juge en chef de la Cour supérieure qui me parlait des délais, là. C'est ça. Et dans notre région, Saguenay-Lac-Saint-Jean, je n'ai pas de chiffres là, de façon officielle. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on vit des délais quand même qui sont importants. Et donc, ça, c'est un enjeu. Quand on parle d'accessibilité à la justice, il y a un enjeu clair par rapport à ça. Comme je le disais tout à l'heure, un autre enjeu, c'est la décision imposée. Donc, la décision, bien souvent, là, c'est un peu une joute de compromis. On se présente devant un juge, on pense qu'on a raison, on est convaincu de notre affaire. L'autre, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui va être déçu dans l'équation ou qui risque de l'être. Le processus, la plupart du temps, est public. À tout le moins, c'est la règle. La règle, c'est la publicité des débats et c'est aussi la publicité du dossier. Quand je dis de la publicité, c'est que le dossier est disponible au greffe pour consultation par le public en général. Alors, sauf quelques exceptions, comme par exemple en matière matrimoniale, où le huis clos est la règle et la confidentialité est la règle, ben, le principe général, c'est la publicité. Alors, pour certaines personnes, même en contexte commercial, aller devant la cour peut poser un enjeu, d'aller étaler, par exemple, des litiges qu'on a avec notre associé, les raisons profondes qui font que ça n'a pas fonctionné. Donc, ça peut être un enjeu important. Et donc, le législateur, ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il encourage les parties à recourir au mode privé de prévention et de règlement des différends. Et ça, c'est une mouvance qui n'est pas juste c'est pas que nos élus nous encouragent à le faire dans des dépliants, là. C'est vraiment enchâssé maintenant dans les lois, en particulier le Code de procédure civile. Je pense, M. Pidgeon, vous aviez un extrait, même la Cour suprême en 2014 invitait les gens et les législateurs même à innover dans les mécanismes de prévention de règlement des différends, entre autres pour désengorger les tribunaux et faciliter l'accès à la justice. Je passerai peut-être la parole là-dessus, M. Pidgeon. Oui, bien, c'est exact, parce que vous savez, au fil du temps, il y a eu une certaine opposition de la part de juges que je qualifierais de conservateurs. On disait les juges sont nommés pour faire le droit, pour établir ce que la loi mentionne. Les juges ne sont pas là pour implanter des mesures innovatrices, etc. Mais la Cour suprême a été saisie d'un dossier où, en Ontario, on avait imposé des mesures novatrices pour le règlement de différends. On appelle ça le jugement sommaire, mais peu importe. Et c'est là qu'on a eu un jugement. Excusez-moi, le litige a été soumis à la Cour suprême, puis elle a rendu un arrêt dans lequel elle mentionne ce qui suit, c'est la juge Cara Katsanis. On reconnaît de plus en plus qu'un virage culturel s'impose afin de créer un environnement favorable à l'accès expéditif et abordable du système de justice civile. Alors, comme vous pouvez voir, on se préoccupe de l'accès à la justice. Et on continue un peu plus loin, la Cour suprême mentionne l'équilibre entre la procédure et l'accès à la justice qu'établit notre système de justice doit en venir à refléter la réalité contemporaine et à reconnaître. Et là, c'est ça qui est le passage important que j'ai utilisé souvent pour faire la promotion de la médiation, et à reconnaître que de nouveaux modèles de règlement des litiges peuvent être justes et équitables. Alors là, c'est le plus haut tribunal du pays qui venait dire, bien, écoutez, là, la médiation, là, c'est un mode de règlement des litiges que vous devriez songer à utiliser. Oui, c'est ça, tout à fait. Je vais repartager mon écran. Malheureusement, je ne le mettrai pas en mode présentation parce que ça me pose trop de soucis, là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, parfait. Donc, le législateur a répondu à cet appel, entre autres cet appel-là auquel a fait état le juge Pidgeon.
Mais notamment par une réforme importante de la procédure civile qui est intervenue en 2016 et où le législateur dit que maintenant, avant d'aller devant les tribunaux, les gens ont l'obligation, donc je vais vous lire, c'est l'article 1. Ça lance quand même un message, là, article 1 du Code de procédure. Les parties doivent considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement de leurs différends avant de s'adresser aux tribunaux. Donc, c'était un premier pas et il y a la procédure, même la procédure applicable en médiation est prévue dans le Code de procédure civile. Il y a eu différentes autres initiatives qui se sont ajoutées en 2023, donc vraiment tout récemment. Il y a des règles simplifiées pour le recouvrement des montants de moins de 100 000 et on prévoit qu'il doit y avoir une conférence de règlement à l'amiable ou plutôt 130 jours après le dépôt de la procédure. Une conférence de règlement à l'amiable, c'est comme une médiation, mais c'est présidé par un juge dans le cadre du processus judiciaire. Et il y a eu d'autres initiatives dont je vais passer rapidement là-dessus pour ne pas retarder la présentation. Donc, les modes privés de prévention et de règlement des différends, comme je le disais tout à l'heure, le recours aux tribunaux s'impose, alors que le recours à le grand acronyme, c'est modes privés de prévention et de règlement des différends, résulte d'un choix volontaire des parties, mais fortement recommandé par le législateur, comme on disait tout à l'heure. Le recours aux tribunaux, selon certains auteurs, c'est l'avenue la plus longue et la plus coûteuse malheureusement, pour les gens. C'est quoi un mode privé? Donc, on va parler aujourd'hui de la médiation, mais je fais un bref survol à part la médiation, c'est quoi les alternatives aux tribunaux? Quelle alternative on peut avoir? Évidemment, la première, puis là, ça peut faire sourire des gens, mais c'est vraiment la prévention. Moi, là, j'insisterai jamais assez auprès des gens qui me consultent sur l'importance de consulter un avocat ou un notaire avant de s'engager contractuellement ou même avant de poser certains gestes qui peuvent avoir une incidence juridique. Trop souvent, moi, j'ai vu des gens que pour économiser des frais d'avocat ou de notaire, puis non, je vais l'écrire tout seul, mon papier, je suis capable. Il y a des modèles sur Internet, ça, je l'entends souvent aussi, celle-là. Puis ces gens-là, en voulant économiser à la base, se retrouvent avec un litige mal préparé, un litige qui aurait probablement été évité si les choses avaient été faites correctement. Donc, la prévention, c'est vraiment, vraiment un gage de succès. La deuxième, vous la connaissez tous, la négociation. Ce qu'on appelle la négociation raisonnée, c'est la négociation qui est basée sur des faits qui sont objectifs puis qui s'imposent comme étant une réalité. Par exemple, vous avez des statistiques. Par exemple, vous avez un rapport d'experts qui montre que la valeur, c'est celle-là la valeur de ce litige-là, de cette réclamation-là. Donc, c'est raisonné, plutôt que émotif ou plutôt que sur position fermée, puis give and take, puis on y va de façon plus ou moins arbitraire. La médiation, donc la médiation, je l'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas obligatoire en principe. En principe, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que la médiation, elle doit être, c'est qu'elle est encouragée, comme les autres modes de règlement des différends, elle est encouragée, elle doit être considérée avant de recourir aux tribunaux, tout comme la négociation. En fait, ce qui doit être considéré avant d'aller devant les tribunaux, là, c'est les modes privés de règlement des différends. Négociation, médiation, arbitrage, etc. On peut en créer d'autres sur mesure. Mais la médiation, c'en est une qui revient souvent et qui est particulièrement encouragée. Donc, en principe, elle n'est pas obligatoire. Il y a deux exceptions. En matière familiale, ce qui est obligatoire, ce n'est pas le processus de médiation, c'est plutôt d'assister à des séances d'information sur le sujet lorsque l'intérêt d'un enfant est en jeu. Le deuxième événement, la deuxième nature de cause où la médiation est obligatoire, c'est dans certains districts judiciaires
lorsqu'on va aux petites créances et que la valeur de la créance est inférieure à 5 000 $. Ça, c'est une nouveauté du législateur qui a commencé par un projet pilote dans 2 districts judiciaires, qui sont les districts de Laval et de Longueuil. Et maintenant, c'est devenu obligatoire, en fait, dans 3 districts supplémentaires, Québec, Richelieu, Saint-Hyacinthe, mais pas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, mais ça s'en vient parce que c'est une tendance lourde là, de favoriser la médiation. Donc, le processus de négociation, en fait, le processus de médiation, plutôt, c'est un peu comme une négociation, mais en présence d'un tiers qui est neutre, qui est impartial, qui n'est pas l'avocat ou le notaire d'une des 2 parties, qui est vraiment là comme facilitateur des discussions. C'est également l'occasion de trouver un médiateur qui est spécialisé dans votre domaine, dans le domaine du litige. Le médiateur peut informer les parties des différents aspects juridiques du dossier. Évidemment, le médiateur, lorsqu'il est juriste, il va donner de l'information, mais il n'est pas le procureur des parties. On va y revenir tout à l'heure sur l'importance de bien se préparer avant d'aller en médiation. Mais il ne faut surtout pas s'attendre à ce que le médiateur, si on arrive là plus ou moins préparé, puis le médiateur va guider les discussions, puis il va nous proposer toutes sortes de solutions. Oui, le médiateur peut proposer des solutions, mais c'est d'abord les parties elles-mêmes qui doivent en discuter, qui doivent formuler leurs propres propositions. Donc, le médiateur, ce n'est pas un juge, ce n'est pas non plus un arbitre. Le médiateur, lui, il ne va pas rendre de décision dans votre dossier. Le médiateur, la médiation se termine donc soit parce qu'il y a une entente à laquelle les parties sont intervenues, ils ont négocié, puis le médiateur a facilité, je vais vous expliquer le processus tout à l'heure, mais le médiateur a fait un travail et les parties en viennent à une entente. Alors là, on a une entente et la plupart du temps, d'ailleurs, ce n'est pas le médiateur qui rédige l'entente, c'est les avocats des parties. Donc, le médiateur a vraiment un rôle de facilitateur dans le cadre de la démarche. Ou ça peut évidemment se terminer s'il n'y a pas d'entente. Et là, à ce moment-là, s'il n'y a pas d'entente, chaque partie conserve ses droits et recours et peut se présenter à la Cour. Donc, les autres modes privés de règlement, je passe rapidement, mais l'arbitrage, par exemple, il y a certaines personnes qui préfèrent l'arbitrage aux tribunaux de droit commun. L'arbitrage, c'est un processus qui est c'est comme à la Cour, sauf qu'au lieu d'être un juge, en guillemets, public, ben, c'est un juge, en guillemets, privé. Donc, on choisit un tiers qui va, comme un juge, rendre une décision après avoir entendu la preuve. Les 2 gros avantages de ce mécanisme-là, c'est que ça va plus vite, parce que là, on demande à un tiers qu'on choisit de rendre une décision dans un certain délai. Donc, ça va plus vite. Et c'est privé. Et ça, il y a beaucoup de clients, moi, qui choisissent ce mode-là, parce qu'on peut écrire dans nos contrats que si jamais il y a un différend, on n'ira pas devant la cour, on va aller en arbitrage. Ça, on peut écrire ça dans des contrats. Puis moi, j'ai beaucoup de clients qui aiment ça parce qu'ils ne veulent pas se retrouver devant la cour avec un dossier public et les délais que ça suppose si jamais ils ont un problème. Donc, ils veulent que ça se règle de façon privée, accélérée. Donc, c'est souvent un mécanisme qui est bien apprécié. Je passe rapidement. Quand recourir à la médiation? Donc, on se rappelle là, la médiation, parce que je ne veux pas vous mêler, je vous ai donné plein de concepts. La médiation, on a un tiers qui est le médiateur, qui est un facilitateur de discussion entre 2 parties qui ont un litige. Il les encourage à discuter avec ouverture, respect et confidentialité, évidemment. Le médiateur ne rend pas de décision. Le médiateur est vraiment là pour être un facilitateur. Le taux, en passant, le taux de réussite des médiations, ça dépend des auteurs, mais ça tourne autour de 70 %. C'est des processus qui, lorsqu'ils sont menés correctement, ont un très haut taux de succès. Mais évidemment, c'est pour ça que j'ai mis le petit pommier, là,
c'est pas pour tous les différents. C'est-à-dire que moi, je fais beaucoup dans ma pratique de litige entre actionnaires puis de litige entre associés. Euh, on aimerait des fois, comme avocat, dire, ben là, venez vous asseoir et essayer de régler ça, ça n'a pas de bon sens, puis vous allez être capable de vous entendre. Mais les gens, au début du processus, on dirait qu'ils ne sont pas là. Ils n'ont pas fait le cheminement de dire on est prêt à mettre de l'eau dans notre vin, on est prêt à faire des compromis. Ils sont en mode plutôt attaque. Ça arrive très régulièrement. Donc, il faut attendre d'une certaine façon que le fruit soit mûr. Un peu à la manière du pommier, là. Des fois, au début du litige, au début du différend, les parties, c'est un peu comme si les pommes étaient vertes. On n'est pas prêt. On n'est juste pas prêt. On ferait une séance de médiation, puis le taux de succès ne serait peut-être pas de 70 %. Mais il faut attendre que les conditions soient propices. Ça présuppose évidemment que les parties sont disposées à faire des compromis. La médiation, ce n'est pas le forum approprié pour débattre du droit. On ne va pas là pour plaider, on ne va pas là pour convaincre le médiateur qu'on est plus intelligent que l'autre ou qu'on a des meilleurs arguments que l'autre partie. On est là pour trouver une avenue, un chenal qui va nous permettre de se sortir du différend. Puis ça présuppose qu'on a une ouverture au compromis. Et c'est la raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, bien souvent, les parties ne sont juste pas prêtes à se soumettre à cet exercice-là. C'est avantageux. Pourtant, c'est ça, c'est le grand paradoxe. Plus on la fait tôt, la médiation, et plus on a cette ouverture-là à faire des compromis tôt, plus c'est avantageux. Parce que l'argent que vous allez dépenser, les énergies que vous allez dépenser, plus vous allez la dépenser en honoraires d'avocat, puis en honoraires d'experts, puis en frais de toutes sortes dans le processus judiciaire ou autre, bien, plus vous risquez de vous épuiser financièrement. Puis à un moment donné, quand le fruit va être mûr, bien, vous allez peut-être avoir moins de capacité de faire une offre sur la table qui soit vraiment très avantageuse. Puis on va le dire tout à l'heure, l'importance de ne pas faire des offres ridicules, entre guillemets, l'importance de faire des offres qui soient des offres intéressantes. Donc, plus vous faites la médiation tôt, moi, c'est ce que je dis à mes clients, même quand je les sensibilise, même quand je le sens, ça se sent quand les parties ne sont pas prêtes. Là. Même quand je les sens pas prêtes, je leur dis là, à mes clients, écoutez, je vous entends, là, vous avez probablement un très bon dossier, là, mais soyez conscient que plus vous attendez à vouloir faire une médiation ou à vous asseoir avec l'autre pour essayer de trouver une avenue, plus vous risquez de vous épuiser financièrement, puis de divertir vos moyens puis vos leviers à faire des procédures judiciaires plutôt que d'essayer de faire une offre qui fasse du sens. Donc, les règles prévues au code de procédure, inquiétez-vous pas, ce n'est pas un cours de droit, là, je vais passer assez rapidement. Donc, la médiation, ça débute sans formalité. Vous n'avez pas envoyé un formulaire au greffe civil de la Cour. En fait, là, vous avez à vous entendre avec la personne là, avec qui vous avez un différend sur qui sera votre médiateur. Et vous communiquez tout simplement avec la personne qui accepte ou pas le mandat. Donc, il n'y a pas de formalité associée au choix comme tel du médiateur. Donc, le médiateur est choisi par les parties d'un commun accord. Contrairement, on l'a dit tout à l'heure, contrairement au juge ou à l'arbitre, il ne peut pas imposer un règlement. Il informe les parties sur son rôle, le rôle que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est celui de facilitateur. Il précise les règles applicables à la médiation et la durée du processus. Ça, il n'y a rien de prévu comme tel dans la loi entourant la durée, entourant la procédure comme telle. Donc, il y a vraiment place à la souplesse. Habituellement, là, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de proposer aux parties, ben, écoutez, là, comment voulez-vous fonctionner? Et nous, comme médiateurs, on leur propose également des procédures. Il aide les parties à clarifier notamment leur point de vue, cerner leurs différends. Il est impartial, ça c'est important. Puis c'est important également qu'il soit impartial et que son bureau soit impartial. C'est-à-dire que si, par exemple, dans le même bureau, il y a quelqu'un qui représente une des parties ou quelqu'un qui représente
ou qui a représenté une des parties dans un avenir très récent, ben, peut-être que ce n'est pas le bureau idéal. Donc, il faut que le médiateur soit vraiment impartial. Il doit respecter la confidentialité. Tout ce qui va se dire en médiation, ça reste en médiation. Ça, c'est important, tant pour le médiateur que pour les parties. C'est un processus qui est hautement confidentiel. Et plus que ça, ce n'est pas admissible. La conséquence de la confidentialité, ou une des conséquences de la confidentialité, c'est que ce que vous allez dire en médiation ne peut pas être admis en preuve à la cour ou devant un tribunal d'arbitrage, par exemple. Évidemment, le médiateur peut suspendre ou mettre fin à la médiation si ça devient impossible de trouver un règlement. Les parties qui choisissent de recourir à la médiation s'engagent à participer aux réunions que le médiateur convie et il y a un devoir de collaboration active de la part des parties et ce devoir-là, il est enchâssé même dans la loi. On prévoit dans le Code de procédure civile que les parties doivent se soumettre au processus qu'ils ont choisi, qui est la médiation, avec transparence, ouverture et collaboration. Chacune des parties, une fois qu'on a commencé, j'allais dire l'arbitrage, mais la médiation, chacune des parties peut décider d'y mettre fin sans motif. Donc, les étapes de la médiation, il y a 4 grandes étapes. Ça, c'est les slides qui suivent là, m'ont été inspirés par Maître Céline Vallière, qui est une médiatrice reconnue au Québec et qui m'a donné une formation. Donc, il y a 4 étapes essentiellement. La première étape, donc quand on commence le processus de médiation, on va chercher à comprendre comme médiateur, c'est quoi le différent. Donc, ça, c'est l'étape un peu la plus facile, celle que tout le monde a en tête. Donc, on commence évidemment par présenter les règles de respect, d'ouverture, de collaboration, de ne pas couper la parole. On privilégie les discussions en présence de toutes les parties. Il y a des caucus qui sont possibles. Donc, on explique ces règles-là. Et on passe rapidement à la présentation du récit et du point de vue de chacune des parties. C'est important que chaque partie exprime son point de vue, son récit, son histoire par rapport aux différents. Et moi, je privilégie que les gens soient tous ensemble pour entendre ce que chacun a à dire. C'est vrai que dans certains contextes, c'est pas possible de faire ça. Quand les parties s'entendent vraiment pas, puis qu'ils se tirent des pommes puis des tomates tout le long. Donc là, à ce moment-là, il faut séparer les gens, puis le médiateur fait la navette entre les deux. C'est ce qui s'appelle des caucus. Mais en général, c'est mieux que les gens entendent vraiment ce que chacun a à dire du récit. Donc, évidemment, à ce stade-là, on est plutôt sur position. Ça veut dire que chacun exprime, là, moi, il est arrivé à ça, puis je demande ça. La deuxième étape, vous voyez toujours mon écran. Hein? Oui. Parfait. La deuxième étape, là, ça, c'est peut-être une étape un peu plus nébuleuse pour plusieurs. C'est l'exploration des besoins et des intérêts qui sont communs ou convergents. Donc, l'idée, c'est de chercher à comprendre les raisons profondes du conflit. Je vais vous donner un exemple. Moi, je fais, comme je le disais tout à l'heure, je fais beaucoup de chicanes en actionnaire. Puis moi, là, en général, les dossiers que j'ai, ce n'est pas des dossiers où c'est clair la raison qui fait que les gens ne s'entendent plus. C'est assez rare que c'est à cause qu'un actionnaire, par exemple, a manqué à son obligation de confidentialité prévue dans sa convention d'actionnaire ou qu'un actionnaire a volé la compagnie. Habituellement, là, c'est juste qu'ils ne s'aiment plus à face. C'est plate, là, mais ils ne sont plus capables de s'entendre. Ils ne s'endurent plus. Puis ça dure longtemps. Là. Puis même avec des collègues dans certains dossiers, on a de la misère à saisir. Ça a commencé où, cette affaire-là? Ça a parti comment, cette affaire-là? Comment c'est qu'ils sont plus capables de s'entendre? Pourtant, ils ont fondé cette entreprise-là, dans certains cas. Là. Ils ont fondé cette entreprise-là, mais c'est dans l'étape 2 qu'on comprend souvent la raison. J'ai une petite image qui vaut 1000 mots. L'étape 1, c'est comme si on voulait regarder la pointe de l'iceberg. Donc, ça, c'est facile. C'est facile là, de lire la mise en demeure qui a été envoyée par maître un tel, puis de comprendre le litige. Ce qui est difficile,
c'est l'étape 2. C'est ça qui est c'est elle qui est la plus importante. Parce que j'ai rarement, sinon jamais, réussi à régler un différend dans mes dossiers sans comprendre réellement ce qu'il y avait en dessous de l'eau dans cette image-là. Parce que ce qu'on cherche, c'est de trouver la solution qui soit sur mesure. Si la raison profonde du différend, c'est qu'il est arrivé une friction là 2 ans sur le renouvellement d'un. Des fois, c'est aussi simple que le renouvellement d'un financement où quelqu'un ne pouvait pas cautionner, ou un congé maladie où quelqu'un s'est absenté pendant 6 mois, puis à cause de ça, il est arrivé toutes sortes d'affaires, ou quelqu'un qui ne veut plus faire 60 heures semaine. Puis son autre coactionnaire, lui, il s'attend encore à ça. Il y a des choses vraiment de ce genre-là qui font que quand on vient pour essayer de trouver des solutions comme médiateur, il faut les comprendre, ces affaires-là. Sinon, on passe à côté complètement. Puis on peut provoquer des séparations d'actionnaires alors que dans le fond, il y avait encore des pistes de réconciliation possibles. Donc, l'étape 2, c'est vraiment de comprendre les raisons profondes qui font que les personnes ne sont plus capables de s'endurer. Alors, si je reviens à mon acétate, cette approche favorise la collaboration. Moi, je fais le constat que mieux comprendre certaines réactions, le pourquoi les personnes ont posé certains gestes, le pourquoi les personnes ont refusé d'en permettre, de permettre que certaines choses soient faites dans l'entreprise. On est souvent plus disposé, je pense, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychanalyste, là, mais je considère que les gens, quand ils comprennent le pourquoi vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la personne, les gens voient cette personne-là d'une façon différente. Au lieu d'être ah, c'est un con, il ne s'endure pas avec personne. Là, ils comprennent mieux pourquoi cette personne-là a cette attitude-là, puis ils sont beaucoup plus ouverts à s'asseoir et à discuter d'un compromis. Si on reste à l'étape 1, donc si on reste en haut de l'iceberg, c'est très difficile. Les gens, là, on est dans les perceptions, on est dans le non-dit, on est dans oui, mais c'est un écœurant. C'est ça, là, je l'entends, là. Je l'entends souvent, là, puis je reste poli, là, parce qu'on est en présentation, puis c'est enregistré. Mais on entend toutes sortes de choses. Et quand les gens comprennent vraiment c'est quoi qui s'est passé dans la vie de cette personne-là, puis c'est où qu'elle est dans sa vie, puis tout ça, déjà, on voit qu'il y a comme une ouverture. Donc, c'est vraiment important. Donc, l'étape 2, c'est le pourquoi les choses sont arrivées. La troisième étape, là, on fait un brainstorming de toutes les solutions qui pourraient être envisageables. Puis là, vraiment, c'est un brainstorming. Même les propositions les plus folles sont acceptées. Ce qu'on veut, c'est pas passer à côté d'une solution qui, a priori, pouvait avoir l'air un peu loufoque ou folle, mais qui finalement peut s'avérer être étrangement drôle de bonne solution. À un moment donné, moi, j'ai réglé un différend en proposant ce que je propose à peu près jamais à mes clients d'une convention en actionnaire, en écrivant, en se faisant une clause shotgun. On s'est fait un shotgun, mais on a réglé ça en disant on fait un shotgun, c'est je te fais une offre, et puis et là, tu as deux choix, ou bien tu acceptes l'offre, ou bien tu m'achètes au prix de mon offre. Puis on l'a réglé comme ça. Habituellement, c'est rare que je propose des choses comme. Il y a un autre dossier que j'ai réglé. Les deux voulaient chacun leur entreprise. C'était une chicane d'actionnaires entre deux individus. Ben, ça a été aussi simple que de dire, puis on était rendu en arbitrage après 3-4 jours d'audition. Ben, ça a été aussi simple de dire, ben, puis au début, cette alternative-là, là, tout le monde la trouvait un peu risquée puis un peu folle, puis finalement, c'est elle qui a été retenue. Mais on met chacun notre prix qu'on est prêt à mettre pour les actions dans une enveloppe avec une preuve de financement. On a jusqu'à telle heure, telle journée, puis on a l'ouverture des enveloppes, puis c'est le plus haut qui l'emporte. Écoutez, c'est habituellement, les gens, là, ils me diraient, ben, écoute, on ne fait pas ça, des affaires comme ça. Mais dans ce contexte-là, c'était vraiment ça que ça prenait, puis c'était là que les parties étaient rendues. Alors, il n'y a pas, et à cette étape 3-là, il faut vraiment faire un brainstorming complet. Là. Tout ce qui pourrait être une solution doit être mis sur la table. Ensuite, la quatrième étape, là, on repasse notre brainstorming, puis on le passe au test de la réalité. Donc, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que surtout,
ça répond, chacune des alternatives qu'on a, ou chacune des pistes de solutions qu'on a énumérées, est-ce que ça répond à nos besoins et à nos intérêts, à ce qui est en dessous de l'iceberg? Ça répond-tu à ça? Est-ce que les gens vont sentir que justice est rendue? Parce que ça aussi, on l'entend souvent comme avocat. Oui, mais il n'y a pas de justice. La justice, c'est important. Là, oui, mais c'est vrai que c'est important. Donc, dans la recherche des solutions, il faut qu'on ait ce souci-là, que les gens sentent qu'ils ont été écoutés, sentent qu'ils ont été entendus et sentent que la solution qui est mise en place rend justice autant que faire se peut. Les attributs d'une meilleure solution, toujours selon Maître Vallière, ce qu'elle dit, c'est que c'est une solution qui répond le plus possible aux besoins et intérêts prioritaires des parties, si on en a parlé. Elle est la co-création des parties. Donc, ce n'est pas le médiateur qui arrive et qui dit, là, mettez un prix dans une enveloppe et on se revoit dans 2 semaines. C'est vraiment les parties, là, à un moment donné, et leurs avocats. Donc, le médiateur est là un peu comme, je disais tout à l'heure, entre les deux. Il ne conseille pas une ou l'autre des parties. Elle est pratique, réaliste et détaillée. N'oubliez pas que le diable est dans les détails. Donc, quand on fait un règlement, on essaie qu'il soit le plus détaillé possible, qu'il passe le test de la réalité et qu'il soit pratico-pratique. Elle est exécutée sans difficulté. Donc, c'est une solution qui ne requiert pas il ne faut pas qu'il y ait des risques importants qu'on se retrouve devant le juge dans 2 semaines parce qu'on a des difficultés d'exécution. Il faut que ce soit facile à exécuter. Elle laisse un sentiment de satisfaction et non l'impression d'avoir cédé ou un désir de vengeance. Monsieur le juge, je vous laisserai continuer avec des conseils pratiques. Juste un petit élément là, que je veux rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est qu'en matière d'arbitrage, la décision est toujours finale et sans appel. Alors, tandis que devant les tribunaux de droit commun, vous avez le droit d'appel, mais en matière d'arbitrage, c'est final et sans appel, à moins évidemment qu'il y ait une erreur là, dominante de la part de l'arbitre, là, c'est final. Puis, je constate, parce que je fais de l'arbitrage à l'occasion, que les parties veulent mettre fin à leur litige, puis pour eux, et c'est-à-dire pour elles, il est important de régler le litige une fois pour toutes parce qu'elles sont tannées d'avoir cette épée de Damoclès-là au-dessus de leur tête, puis elles veulent mettre fin à leur litige. Quelques conseils pratiques, bien, Maître Lévesque vous en a donné quelques-uns et j'ai négligé d'indiquer le nombre de fois que Maître Lévesque avait prononcé le mot psychologique ou psychologie, etc. Moi, j'ai tenu à peu près 1000, c'est-à-dire j'ai présidé à peu près 1000 dossiers en médiation, que ce soit alors que j'étais avocat, parce que j'ai fait de la médiation à ce moment-là, en même temps que je faisais de l'arbitrage. C'était pas quelque chose qui était dans nos gènes, qui était dans le processus, mais par la suite, à la Cour supérieure, j'étais à Rimouski, puis les délais d'audition étaient très longs. Alors, j'ai commencé à en faire à Rimouski à ce moment-là, et j'en ai fait par la suite à la Cour d'appel, parce que j'avais été désigné nommé juge à la Cour d'appel pour remplacer Louise Otis, qui, elle, en avait fait beaucoup. On avait débuté ensemble dans le district de Rimouski. Elle en faisait pour la Cour d'appel à partir de Québec. Mais là, elle avait été transférée à Montréal. Puis le juge Michaud, dans le temps, m'a demandé de prendre la relève à la Cour d'appel à Québec. Alors, j'ai été nommé juge à la Cour d'appel. J'en ai fait pas mal durant ce temps-là de cas de médiation. Par la suite, ben, quand je suis devenu juge en chef associé, on l'a implanté dans la division de Québec. On était, pour les tribunaux de première instance, des précurseurs. Alors, quand je parle de la division de Québec, là, ça inclut le Saguenay, ça inclut l'Abitibi, ça inclut tous les districts de Trois-Rivières à aller aux îles de la Madeleine. Des conseils pratiques. Le premier, je dirais, c'est de toujours être accompagné lorsque vous en allez en médiation d'un avocat. C'est important. Présentement, moi, au début, j'en ai fait, excusez-moi, au début, j'en ai fait de la médiation sans avocat. Ça m'est arrivé à quelques reprises. Mais l'expérience m'aidant, j'ai toujours refusé par la suite de tenir des séances de médiation alors que l'une ou les parties ne sont pas représentées par avocat.
J'ai failli me faire prendre une fois parce que j'ai fait une médiation dans un dossier qu'on a réglé. À titre d'exemple, le montant qu'avait à verser l'une des parties à l'autre était de $1 demi-million. Alors, et quand est arrivé le temps de faire le protocole de médiation, j'ai dit un instant, comme médiateur, moi, je peux pas, j'ai pas l'intention de préparer le protocole. Donc, j'ai demandé à quelqu'un d'autre du bureau, parce qu'il ne voulait pas aller voir à l'extérieur, avoir un notaire ou un avocat pour préparer le protocole. Alors, j'ai demandé à quelqu'un du bureau de faire le protocole avec les parties. Ça a été fait. Heureusement, j'ai pris une autre précaution par la suite, c'est d'avoir d'autres avocats du bureau qui étaient là au moment où j'expliquais le protocole. Si je n'avais pas fait ça, j'aurais été comme médiateur dans le trouble. Heureusement, les parties ont fini par comprendre le bon sens. Puis qu'est-ce que signifiaient les paragraphes du protocole que je leur avais expliqué paragraphe par paragraphe. Alors, c'est pour ça que, comme médiateur, je refuse maintenant de tenir des séances de médiation sans que les parties soient représentées par avocat. Autre conseil, évitez de négocier sur le fond avant de vous présenter en médiation. Pourquoi? Bien, on invite tout le monde à négocier, à essayer de trouver une solution à un litige. Mais avant une médiation, c'est parce que vos offres que vous allez avoir faites préalablement à la séance de médiation vont devenir des offres planchées. Alors, vous allez être obligé de partir des montants qui ont été avancés à ce moment-là. Puis, à l'occasion, ça entrave le travail du médiateur. Évitez aussi de soumettre une offre ridicule. Je me souviens d'un dossier où le demandeur, évidemment, sa réclamation était exagérée, mais réclamait $1 million. Bon, la partie adverse arrive, c'est une compagnie d'assurance, et il voulait soumettre 25 000. Ça n'avait pas de bon sens non plus. Alors, j'ai dit aux assureurs, si vous soumettez ce montant-là, ça ne marchera pas. Il y a quelqu'un qui va quitter. Non, on ne veut pas soumettre plus que ça. Mais je dois vous dire que le 25 000, il a été soumis, puis bang, on n'a pas réglé. Puis je suis assez orgueilleux, jusqu'à date, je règle à peu près 90 % de mes dossiers en médiation. Mais cette fois-là, je l'ai échappé, celui-là. Puis il faut toujours que la personne en autorité, la personne qui est capable de prendre une décision suite à des offres, soit présente. Parce que supposons qu'on a une contre-offre. Si elle n'est pas présente, comment est-ce qu'on la rejoint? Ça prend son autorisation. Si on remet ça au lendemain ou à la semaine prochaine, soyez assurés qu'on risque d'échapper le dossier. Ça arrive souvent. Les juges ou les médiateurs risquent d'échapper le dossier si on attend trop longtemps. Préparez bien votre dossier. Le médiateur, il doit préparer son dossier. C'est pour ça qu'on tient toujours des conférences préparatoires. On prend le téléphone, on appelle les parties sont réunies, puis on dit, j'en ai deux ce matin, J'en ai une à 10h30, puis j'en ai une autre à midi. Où je vais parler aux parties, puis leur dire, regardez, il me semble que vous devriez faire telle chose, j'ai examiné le dossier, il manque tel élément, on ne sera pas capable de régler en médiation, il faudrait... Bon, alors ça, ce travail-là est très important de la part du médiateur, mais ça sous-entend une chose, c'est que les parties se préparent aussi. Parce que si on arrive en médiation, comme Maître Lévesque disait il y a quelques instants, puis on se fie uniquement sur le médiateur, ça ne fonctionnerait pas. Il faut d'abord avoir la volonté de régler pour se présenter en médiation. Maître Lévesque l'a mentionné tantôt, ça également. Il faut avoir la volonté de régler le dossier. Puis deuxièmement, il faut se préparer. J'y reviens constamment, puis je m'excuse, mais il faut que les parties soient préparées. Il faut avoir une position respectueuse, respectueuse, humaine, collaborative et ouverte. Si vous arrivez avec de l'agressivité, puis de l'impatience, puis en engueulant, excusez le mot, l'autre partie, vous ne réglerez pas. Ça ne donne rien. Et moi, ça, je m'assure que les parties aient réellement la volonté de régler lors des conférences préparatoires préalables à la séance de médiation elle-même. Alors, ça me permet de vérifier la volonté de régler. Il
faut que vous soyez prêts à admettre des faits. Il y a des faits qui sont évidents, puis la partie ne veut pas les admettre. Pourquoi? Bien, souvent, on essaie de trouver quelle est la raison pour laquelle certains faits ne peuvent pas être admis, mais s'il y a des faits qui sont clairs, nets et précis, pourquoi ne pas les admettre? Puis, de toute façon, tout ce qui est dit lors de la médiation est confidentiel. Ne peut pas être utilisé contre vous dans un litige éventuel. Ça, c'est une des règles que l'on retrouve au Code de procédure, puis c'est une des règles qu'on fait toujours signer aux parties en leur présentant un protocole de médiation. Tout est confidentiel. Puis, de grâce, faites attention aux blagues et sarcasmes. Ça, là, ça peut être dévastateur. L'autre va avoir l'impression qu'on rit de lui, et ça ne marche pas. Il faut être attentif aussi au langage verbal. Évidemment, quand la personne parle, on est attentif à ça, mais au langage non verbal. Par exemple, j'ai vu en médiation, là, quelqu'un lever son crayon comme ça, puis le laisser tomber. Ben, ça, c'est un exemple, en d'autres mots. Hey, tu me fatigues avec tes affaires. Ou se tourner de bord, puis placoter avec son voisin, là, puis pas écouter ce que l'autre partie dit. Ça peut être dévastateur. Un truc que j'ai remarqué que des avocats habiles utilisent, et ils s'expriment toujours très calmement, de façon pondérée, mais ils font valoir leurs points forts au dossier. Alors, mais de façon très polie, ils font valoir leurs points forts de leur dossier. Alors ça, c'est important aussi. Attention aux offres. Lorsqu'une des parties fait une offre, là, on est rendu souvent à l'heure du lunch. C'est là, qu'il y a juste avant l'heure du lunch, là, il y a majoritairement là, une offre intéressante qui va être faite à ce moment-là à l'autre partie. Pensez-y comme il faut. Rejetez-la pas du revers de la main. Puis, un truc que j'ai essayé récemment parce que le niveau d'agressivité était très élevé dans le dossier, très élevé. Alors, je me suis dit, on avait un lunch commun. Chacun, habituellement, mange de son côté. J'ai dit, on va tous luncher ensemble, puis on ne parle pas du dossier. Pas un mot sur le dossier. Tout le monde mange ensemble. Médiateur puis les parties. Ben, ça a fonctionné. L'après-midi, on a réglé. Les habilités et les erreurs, ça, c'est l'extrait d'une conférence que j'avais prononcée au barreau Bas-Saint-Laurent-Gaspésie il y a peut-être 15 ou 20 ans. Là, je ne m'en souviens pas, mais c'est pas pour dire que les mêmes trucs puis les mêmes erreurs perdurent puis sont là. Alors, maintien d'un climat favorable, habilité, avoir une attitude conciliante, calme, avoir une pensée pour l'autre partie. Oh, ça, c'est bon. Mais j'ai vu une partie s'exprimer calmement, puis disant, il faut essayer de régler, on comprend. On était en médiation parce qu'une compagnie avait démis de ses fonctions un directeur général d'une succursale. Et là, l'autre avocat commence, puis à s'exprimer, l'avocat qui était pour la partie demanderesse. Et là, il part il est enragé. Puis là, il dit aux administrateurs de la compagnie, je vais vous poursuivre tous et chacune d'entre vous devant la Cour supérieure. Puis là, il se met à les engueuler. Qu'est-ce que vous pensez que les partis ont fait? Ils sont levés. Puis là, ils s'en allaient. J'ai dit à l'avocat, allez les chercher. On ne sera pas capable de rien faire. Alors là, l'avocat est allé chercher. Les partis avaient le manteau sur le dos, puis ils s'en allaient. J'ai dit, vous autres, là, restez ici. On va trouver une façon de régler. Vous voulez régler votre dossier, montrer une façon. Mais pas avec lui, etc. J'ai réussi à raisonner l'avocat, mais en partie, mais j'ai fait uniquement des caucus par la suite. Caucus, là, c'est là où le médiateur rencontre chacune des parties individuellement. Puis là, j'ai essayé de trouver une solution. Puis à la fin de l'après-midi, on avait réglé. Mais j'ai dit à l'avocat, l'attitude que vous avez eue, maître, ce matin, là, ça, c'est dévastateur. Là. Alors, venez pas devant moi pour faire une séance de médiation en ayant cette attitude-là. Vous pensez, ben oui, mais lui, il pensait que c'est parce qu'il s'était fâché, puis ça qu'il avait fait, qu'il avait amené un règlement. Je lui ai dit, hey, ça marche pas, là. Hey, il faut toujours avoir une ouverture d'esprit et une écoute active.
Dans un autre dossier, pour vous donner un exemple, là, en tout cas, j'utilise beaucoup d'exemples concrets. Là. Je dis aux avocats, vous allez sortir de la salle parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'agressivité. Puis pour la compagnie A, il y avait le directeur des finances qui exprimait le point de vue. Puis la compagnie B, la même chose. Puis ça se disputait. Mais je voyais qu'il y en avait deux là, qui étaient ça. Les dirigeants ne parlaient pas. Alors j'ai dit, tout le monde va sortir excepté M. A puis M. B. Puis là, je les ai confrontés. Puis j'étais seul avec eux. Ils sont engueulés pendant à peu près une demi-heure. Puis là, au bout d'une demi-heure, j'ai parti à rire. Puis là, je leur ai dit, regardez, si j'avais eu une caméra, là, je vous aurais filmé dans la précédente demi-heure, puis je vous aurais demandé de réécouter ça. Ça n'a pas de bon sens que vous avez fait là. J'ai dit là, on va discuter de façon raisonnée. Alors, vous allez écouter l'autre, puis etc. Finalement, on a réussi à... Ils sont partis à rire. C'était deux genres d'affaires. Il y avait un entrepreneur en construction avec un sous-traitant. Puis là, on a discuté dans 3/4 d'heure, puis je suis sorti, puis j'ai dit aux avocats, c'est réglé, s'il vous plaît, parlez à vos clients, puis on va faire le protocole. Ils ont dit quoi? J'ai dit, oui, c'est réglé. Mais c'est parce que chacun, après, en quelque sorte, s'est défoulé. C'est probablement là qu'était la solution. À avancer une solution au dossier, puis calmement. Puis c'est là que ça s'est réglé. Il faut toujours s'adapter à l'autre. Hein? Adaptation à l'autre. Et l'erreur, c'est l'insensibilité. J'étais dans un dossier où il y avait une représentante d'une compagnie d'assurance, un dossier assez difficile. Et la représentante de la compagnie d'assurance, c'était un accident qui était survenu alors que des parties utilisaient une motoneige, puis il y avait eu une chute, puis il y avait eu une commotion cérébrale. En tout cas, c'était une infirmière, elle n'était plus capable de rien faire. Et la représentante de la compagnie d'assurance a débuté en disant, écoutez, madame, je comprends bien la situation dans laquelle vous vous trouvez. Inquiétez-vous pas. On sait que vous avez eu du trouble, puis que vous avez, ça a été douloureux, votre expérience, etc., etc. Ça a tout changé le climat, ça, de la négociation. Il faut avoir une attitude positive. Puis il faut aussi être, comme on le mentionne, là, il faut être patient. Il faut éviter les pertes de contrôle. Hein? Comme je vous mentionnais tantôt, là, ça, c'est la dernière chose. L'avocat qui s'est levé puis il a dit aux administrateurs, je vais vous poursuivre personnellement, etc. Ça, la perte de contrôle, c'est très dangereux. Ça, c'est à peu près la pire des affaires à Oui, faire. oui, Ça t'as ne pas raison. commencer à menacer l'autre de poursuivre, là, puis de... Oui. Ah non, non. Ça, c'est le fruit peut-être pas mûr. Là. C'est quand t'es Ouais, rendu... je l'ai eu pareil. Je les ai eu pareil. Mais préparation à la médiation, ben, c'est la préparation stratégique avec son avocat. Alors, on n'improvise pas. On peut penser qu'on peut improviser, mais il y a tant de médiateurs, des fois, on va improviser face à une situation donnée. Mais sur les faits, puis sur l'évolution, puis les préparatifs, on n'improvise pas. Il faut être prêt. Puis il faut surtout avoir une chose, la volonté de régler. La volonté de régler. Puis Maître Lévesque avait raison tantôt quand il disait aussi, il faut savoir exactement qu'est-ce qui est derrière le litige. Je me retrouvais à la cour d'appel à un moment donné dans un dossier en familial. Et c'était des personnes âgées, puis je trouvais que ça faisait... j'ai eu pitié des autres un peu. C'était pas des gens fortunés. Puis madame demandait une pension, une augmentation de pension, puis je trouvais ça déraisonnable par rapport au revenu de monsieur. Puis monsieur ne voulait rien payer. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. J'avais les avocats et les parties qui étaient là. J'ai dit, je veux rencontrer les parties individuellement, sans avocat. J'ai dit, madame, pourquoi vous demandez ça? Là? Quand je regarde votre liste de besoins, là, la pension qui vous est versée actuellement, puis vous recevez votre pension de vieillesse, vous recevez de la régie des rentes, ça semble, avec les dépenses que je vois que vous devez arriver. Elle dit, monsieur le juge, c'est mon garçon. J'ai dit, comment c'est votre garçon? J'ai dit, votre garçon, là, dans les procédures, je vois, il doit avoir à peu près 30 ans. Oui, mais il est après moi pour avoir de l'aide financière. Puis je suis obligé de lui verser 450$ par mois. Oh, oh. Là, je me tourne d'abord. J'ai dit, je vais voir monsieur. Parle à monsieur.
Même affaire. Le garçon exigeait des sous. Ben, j'ai dit, oups, tout le monde ensemble, là. Wow, 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 ça ne marche pas, là. Vous n'avez pas d'affaire à y payer une pension de 450 alors qu'il est âgé de 30 ans, qui gagne sa vie et qui paye ses affaires. Et là, tout le monde a dit, ouais, ouais, ouais. Puis j'ai dit, amenez-moi-les s'il faut, là, puis je vais y parler, moi. J'ai jamais vu le garçon, puis je sais que le dossier s'est réglé, puis j'ai essayé de le suivre par la suite en parlant aux avocats, puis là, j'ai vu que le garçon n'avait plus de montant de 450 par mois de la part de l'une et de l'autre. Et le dossier s'est réglé de même. Souvent, il faut découvrir, comme vous dites, on est à la pointe du iceberg, mais il faut descendre dans l'eau pour voir quel est le reste de l'iceberg. Hein? Et c'était ça le gros problème. Connaissance des besoins et intérêts. Alors, encore là, c'est psychologique. Démontrer la compréhension de la position de l'autre. Démonstration que la position de l'autre est comprise. Ça, c'est important. J'avais, au mois de décembre, 6 médecins qui poursuivaient un CIUS à Montréal. Et c'était une bonne réclamation. Puis, il fallait que j'obtienne le consentement des 6 pour régler le dossier, parce que c'était une condition sine qua non. On a dit on ne réglera pas 3, c'était des urgentologues, 3 médecins, par la suite, on va aller en cours pour les 3 autres. Non, il fallait que je règle les 6. Ben, il a fallu que, à la toute fin, j'étais arrivé à un montant qu'avait offert le CIUS. J'ai dit, gardez, j'aurais besoin d'un montant de 25 000 pour régler. À ce moment-là, on me dit, ouais, ça doit être un tel, là. Il est gourmand, lui. Moi, je n'ai pas dit un mot, mais c'était pas lui. Et je n'ai pas dit un mot. Mais je suis arrivé en salle par la suite avec le montant additionnel que j'avais demandé. Puis là, j'avais une face de mi-carême, là, triste. Puis j'ai dit au parti, j'ai dit, vous savez, il y a des dossiers qui sont difficiles, etc. Puis là, ben, avec un petit sourire en coin, mais j'ai dit, j'ai réussi à obtenir un cadeau de Noël. Cadeau de Noël, oui. J'ai dit, j'ai obtenu tel montant, puis on pourrait régler à ce montant-là, puis je vous suggère fortement de l'accepter. Ils sont mis à applaudir les 6. Alors, je savais que j'avais réglé. Mais des fois, ça ne prend pas grand-chose, hein? Parce que la partie qui était revendicatrice, elle voulait dire, elle, que c'est elle qui avait réussi à obtenir un petit montant additionnel, sans doute pour régler les frais du médiateur. Bon, en tout cas, mais c'est ça, là, les frais de médiateur, puis une partie des frais de leur avocat. Mais je l'ai réglé de cette façon-là. Alors, souvent, c'est la compréhension de la position de l'autre, pas être insouciant parce que le CIUS avait compris que si on mettait ça, ben OK, on finirait par régler. Mais l'établissement des priorités, parce que là, j'essaie d'aller un peu plus vite, là, parce qu'on est déjà à 9h05, fait que s'il y a des questions, ben on n'aura pas le temps. Mais l'établissement des priorités, ben, découverte des enjeux cachés, là, je l'ai mentionné tantôt. Erreur, analyse superficielle des priorités. Alors, ça qui peut être une priorité pour Minou, en est pas une pour l'autre. Hein? Alors, il faut examiner les priorités des uns et des autres. Parce que souvent, on se fait dire en caucus par après, à quelle place qu'elle va elle, avec sa réclamation? Ça n'a pas de bon sens, ça. Puis, ouais, mais écoutez, pourquoi elle a fait cette réclamation-là? Là? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Je reviens encore à ça que Maître Lévesque mentionnait tantôt. Ça, c'est le côté psychologique est toujours le plus important. Moi, je dirais, moi, 70 là, en matière de médiation, c'est de la psychologie. C'est pas du droit. C'est pas du droit. Après ça, on a les faits, puis après ça, on a un petit pourcentage de droit. Mais c'est de même qu'on réussit à régler. Parce que si tu réussis à amener les parties à la toute fin, là, à serrer la main, puis ils viennent te voir, puis ils disent merci, il y a un degré de satisfaction là, qui est très, très important pour le médiateur. Alors, saisir le moment propice pour faire sa proposition ou contre-proposition. Ça, c'est important. À quel moment est-ce que tu dois faire ça? À quel moment, parce que l'autre, souvent, on me dit, ben oui, mais non, on va avoir une proposition ferme. Elle n'est pas prête encore à faire la proposition ferme.
Il faut que je discute avec eux autres, puis je m'en viens tranquillement avec les. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à prendre une décision d'affaires très rapidement. Il y en a d'autres, ça prend du temps. J'ai vu plusieurs dossiers où je réussis à régler parce que j'ai donné du temps durant la journée à une partie. Ben, j'ai dit, regardez, prenez une demi-heure, pensez-y, c'est une offre sérieuse. Pensez-y. Là. Ah, OK. Alors là, ils reviennent habituellement avec une contre-proposition, mais pas abracadabrant, là. Autre chose aussi là, que j'ai peut-être oublié, sur lequel j'ai probablement oublié d'insister, là. L'offre, là, les offres qui sont faites, là, il faut toujours, en tant qu'avocat, s'assurer que, ou médiateur, s'assurer que l'autre partie les a bien comprises. Ça, c'est très important parce que des fois, on s'en va en plénière, puis là, il y a une offre qui est faite, puis là, l'autre partie, ben là, ils viennent à caucus. Non, non, j'accepte pas ça. Mais j'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, l'offre qui vous a été faite pour vous, ça? Mais il dit ça, non, 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 non. C'est pas ça qu'on veut dire. On veut dire telle chose, telle chose, telle chose. Ah, là, OK, on va y penser. Dans le dossier où l'avocat était agressif, là, qui voulait poursuivre les administrateurs, quand je suis revenu avec une proposition, l'avocat ne voulait pas régler, lui. Mais l'administrateur dit hey, expliquez-moi l'offre, là, très bien, monsieur le juge, il faut que je la comprenne. Là, je l'ai expliqué davantage. Ah, il dit laissez-moi avec mon avocat, puis revenez dans une demi-heure. Je suis revenu dans une demi-heure. L'avocat dit moi, je ne recommande pas à mon client de régler. Le client dit moi, je règle. Alors, il y a toutes sortes de situations auxquelles il faut s'adapter. Puis il y en a beaucoup de ces situations-là. En Maître Lévesque, vous n'avez vécu, puis j'en ai vécu au fil des ans plusieurs. Je vais terminer sur les exemples concrets en vous relatant un dossier très difficile que j'ai eu à régler. Il y a eu une CRA, parce que, puis je ne vous cacherai pas, j'ai pris beaucoup d'expérience maintenant des CRA pour la Cour supérieure ou la Cour d'appel. Il y a eu une CRA dans laquelle un juge qui était très, très familier avec le domaine de la construction est arrivé devant les parties puis leur a dit ah, OK, j'ai analysé le dossier, je l'ai étudié, la réclamation vaut montant X. La seule question qu'on a déterminée dans le cadre de ce litige-là, c'est comment on divise le montant de la réclamation entre les 4 défendeurs. C'est ça là, qui me concerne. La médiation a duré une demi-heure. Bon, alors, c'était l'attitude à pas adopter. Bon, et n'oubliez pas là, que la partie demanderesse s'est fait dire par un juge de la Cour supérieure que sa réclamation valait un montant X. Évidemment, comme je suis tenu par la confidentialité, je ne mentionne pas de montant. J'essaie de garder ça là, sans que vous pouviez retracer le dossier. Et là, on m'appelle 8 mois plus tard pour me dire viendriez-vous faire une médiation privée? Je dis hey, il y a un juge qui était là-dedans, vous avez fait une CRA, je ne réglerai jamais ça, moi. Alors, reviens. Et là, je commence, puis premièrement, j'ai préparé mon dossier. J'ai mis beaucoup de temps dans la préparation de mon dossier. Puis j'en suis venu à la conclusion que ça valait tant de millions. Mais c'était plusieurs millions en bas de ce que le juge avait avancé. Ben, on a failli l'échapper, mais je l'ai réglé ultérieurement. Mais on a failli l'échapper pour une raison. Dans le cadre du processus, il y a eu une contre-offre ridicule. Puis j'avais dit aux parties, à la partie défenderesse, présentez pas ça, ils vont sacrer leur camp. Comme de fait. Ils ont dit non, on vous demande comme médiateur de faire cette proposition-là. Je suis allé la faire et c'était une offre ridicule. On l'a échappé, mais je connaissais l'avocat en demande. J'ai dit, il va me rappeler demain matin ou après-demain matin, puis il va me demander de rester au dossier pour qu'on continue. C'est ça qu'il a fait. Puis on l'a réglé ultérieurement. Mais il faut toujours faire attention et éviter de faire des offres ridicules. Le médiateur accrédité. Alors,
Une personne peut être accréditée par le ministère de la Justice à titre de médiateur en matière civile, commerciale et travail. Alors, Maître Jean-Pierre Lévesque est un médiateur accrédité et reconnu. Je ne le suis pas. Alors, comme juge, évidemment, on a commencé à faire de la médiation, puis on n'a pas suivi, on a suivi de la formation à l'intérieur de la cour, puis on en a fait là, mais en tout cas, peut-être que l'été prochain, je vais aller suivre la formation en médiation, mais là, j'ai 78 ans, peut-être un petit peu tard, mais on va voir. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Bon. Puis, sauf en matière familiale, alors vous en avez parlé tantôt, surtout lorsque l'intérêt d'un enfant est en jeu, il n'est pas obligatoire qu'un médiateur soit accrédité. Alors, il y a les avantages au recours à un médiateur accrédité, sa compétence, formation minimale de 60 heures sur le sujet, mais j'ajouterais, si vous avez un médiateur qui a une vaste expérience, ben, ça peut combler l'absence de formation. La non-contraignabilité. Alors, le médiateur ne peut pas être contraint à aller témoigner puis dévoiler des choses où il a pris l'engagement de garder ça confidentiel, à moins qu'il y ait une situation d'abus de droit, de quelque chose qui est inacceptable par les tribunaux supérieurs. Alors, il y a une possibilité de délivrance d'une attestation prouvant en cas d'échec à la médiation, accélérer le processus judiciaire. Est-ce que l'absence de solution trouvée signifie un échec complet? Ben, je dois dire que le processus en lui-même, lorsque les parties s'y soumettent de bonne foi et avec ouverture, a toujours un impact positif. J'ai jamais vu, en tout cas, j'ai jamais vu encore d'impact négatif, sauf dans un ou deux dossiers où l'avocat qui représente l'une des parties est intransigeant, puis dans le fond, la démarche entreprise, on ne voulait pas régler le dossier. Au passage, m'est arrivé à quelques reprises que j'entreprends une médiation, puis après m'être rendu compte qu'il n'y avait pas une volonté de régler, qu'on était là uniquement pour tester son dossier, pour vérifier. Oui, aller chercher de l'information. J'ai mis fin à la médiation. J'ai dit non, je ne continue plus, j'y mets fin, parce que là, vous n'avez pas l'intention de régler ce dossier-là. Ah oui, monsieur le juge, oui, ben, c'est quoi votre offre? Puis là, ils ne répondent pas. Mais il faut avoir cette intention-là. Puis le processus, ben, il a permis aux parties de dialoguer, de mieux se comprendre. C'est ça un des objectifs, puis c'est ça dont Maître Lévesque parlait il y a quelques instants. Puis le processus aussi, il avance des pistes de solutions. Alors, ça va fermenter, ça là. On a semé, hein, on a avancé les solutions, puis là, tout d'un coup, on va voir plus tard, il y a des chances que ça se règle. Il y a des chances que ça se règle à cause de la médiation. Puis, il met à la table éventuellement une nouvelle ronde de médiation au privé ou sous la présidence d'un juge dans le cadre d'une conférence de règlement à l'amiable. Je dois dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés par les tribunaux pour promouvoir les CRA puis la médiation. Mais la médiation privée, l'autre avantage, c'est que vous pouvez y avoir recours avant l'introduction de demandes en justice. J'en ai un à 10h30 ce matin. Là. C'est un recours assez important, 1,5 million, mais on est encore, c'est dans le domaine de vente d'actions, là, puis on est encore au premier balbutiement du dossier, mais je vois que les parties sont prêtes pour la médiation. Alors, je fais une autre vérification ce matin, mais on n'est pas obligé d'introduire un recours. Puis la raison, Maître Lévesque, tantôt je vous écoutais, puis vous aviez raison, la raison pour laquelle ils viennent en médiation, c'est parce qu'ils ne veulent pas étaler ça en public. Et on ne veut pas rendre public les chicanes de famille, ou en tout cas, une façon de parler pour moi, là, mais les chicanes entre actionnaires, puis entre vendeurs, puis acheteurs, puis etc. On ne veut pas rendre ça public. Alors, ceci étant dit, c'était mon... excusez-moi si j'ai été plus long que prévu, là, mais... Non, ça va. On est dans les temps. En fait, on est maintenant rendu à la période des questions. Donc, la parole est à vous. Oui, en fait, vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro et poser directement vos questions à Maître Lévesque ou Maître Pidgeon. Donc, gênez-vous pas. Ils sont à votre disposition pour vous ce matin. C'est fantastique. Vous n'aurez pas de facture par la suite en plus. C'est gratuit. Oui, M. Forêt.
En fait, ma question est la suivante. Ça touche qui on demande ou comment on cherche un médiateur si, en plus, on a besoin d'un avocat. Ça veut dire que c'est un troisième avocat ou c'est un ordre professionnel à être médiateur ou comment ça, ou on fait une recherche sur Internet, là, comme j'essayais de le faire. J'aimerais avoir des éclaircissements là-dessus. En fait, il y a, en fait, il y a deux volets à votre question. Est-ce qu'il y a un ordre professionnel pour les médiateurs? La réponse, c'est non. Il n'y a pas d'ordre professionnel comme le barreau ou tout ça. Par contre, les médiateurs, en général, sont membres d'un ordre professionnel et ceux qui peuvent être accrédités par le ministère de la Justice. Quand on parlait tout à l'heure de médiateurs accrédités, c'est le médiateur qui a suivi une formation minimale de 60 heures qui répond à certaines autres exigences, dont être membre de certains ordres professionnels. Le médiateur accrédité, vous pouvez trouver son nom sur le site Internet du ministère de la Justice. Et donc, il n'y a pas d'ordre professionnel comme tel. Maintenant, il y a des associations, là, mais ce n'est pas des ordres au sens genre le Barreau du Québec, etc. Pour ce qui est de la rémunération du médiateur, c'est les parties qui décident qui vont le rémunérer, mais ce que je vois toujours, c'est à part égale entre les parties, là. Et effectivement, c'est un avocat, un notaire, mais ça peut être aussi un conseiller en orientation, ça peut être un psychologue, un travailleur social, ça peut être d'autres personnes. Puis vous n'êtes pas obligé de prendre un médiateur accrédité. Ça pourrait être quelqu'un qui n'est pas du tout ni un avocat, ni qui est ingénieur ou qui n'est pas du tout accrédité comme médiateur. Par contre, là où on a des avantages à faire affaire avec un médiateur accrédité, au-delà du saut là, de compétences. C'est certain qu'on fait affaire avec des anciens juges, on sait qu'ils sont compétents parce qu'ils en ont fait dans leur carrière, et vous avez comme un saut que la personne, elle a les compétences pour faire le processus, d'une part. D'autre part, en cas d'échec à la médiation, le médiateur accrédité peut délivrer une attestation qui vous permet d'inscrire votre cause au tribunal par priorité. Donc, c'est comme une récompense que le législateur a donnée. Il y en a quelques-unes, des petites récompenses, là, mais pour aller régler des dossiers. Là, le médiateur doit être accrédité absolument, en revanche, aux petites créances pour les moins de 5 000 ce que je disais tout à l'heure. En matière familiale également, doit être absolument accrédité. Ça, vous avez sur le site du ministère de la Justice les noms de celles et ceux qui le sont. Donc, la question de petites créances, vous parlez de 5 000, mais ça va jusqu'à 15 000, je pense, les petites créances. Oui, mais ce n'est pas la médiation n'est pas obligatoire pour les montants de plus de 5 000 dans les districts judiciaires que je disais tout à l'heure, là, parce que Oui. la médiation est obligatoire à Laval, Longueuil, Québec, Richelieu, Saint-Hyacinthe, à Chicoutimi, ce n'est pas encore obligatoire. Non, Mais on peut être en avance un peu puis quasiment l'appliquer. Et je dirais même entre 0 et 15 000, puisque les petites créances vont jusqu'à 15 000. Quand tu es rendu à 5, si tu as un litige sur 9 ou 10 000, pourquoi ne pas aussi essayer de régler avec un médiateur? c'est ce qui est encouragé. Ah, c'est devancer un petit peu la loi, mais des gens qui sont ouverts à ça, surtout après vous avoir entendu puis avoir profité de tous les avantages que vous présentez, je pense qu'il faut peut-être comme citoyen y aller dans ce sens-là. Mais il y a quand même un débat, je ne veux pas rentrer dans la théorie, là, mais sur est-ce que c'est sain de rendre une médiation obligatoire? Dans le sens où les gens doivent, lorsqu'ils se soumettent à la médiation, avoir un état d'esprit adéquat, puis être prêt à le faire. Puis sinon, c'est pas mal plus difficile. Disons-le, là, si les gens y vont parce que il faut bien, c'est écrit dans la loi, puis donc, c'est pour ça, je pense que le législateur, ça a commencé comme projet pilote, ça, la médiation obligatoire à 5 000, pour voir un peu comment ça va aller, et voir aussi s'il y a des médiateurs accrédités pour toutes les causes, là, parce que ça prend des gens aussi qui acceptent ces mandats-là. Donc, il y a, c'est vraiment volontaire, la médiation. Il faut vraiment que les deux, si on veut qu'il y ait une chance de réussite, il faut vraiment que les deux soient prêtes à mettre de l'eau dans leur vin. Je peux faire un parallèle avec la justice réparatrice du côté criminel par rapport à ce dont vous parlez du côté civil. C'est comme ça une démarche de société vers essayons de nous entendre au lieu de surcharger les tribunaux. Exact. Ouais. Exact. OK, merci.
Merci beaucoup, M. Forest. Est-ce qu'on a une autre question du public? Vous pouvez aussi l'écrire dans le chat là, sans problème si vous ne voulez pas la poser directement. Mais si vous me permettez un commentaire, je vois que M. Forêt a saisi très bien la volonté du législateur en adoptant les nouvelles dispositions du Code de procédure civile. En moyenne, vous diriez qu'une médiation, exemple entre actionnaires ou dans le cadre peut-être plus entrepreneurial ou commercial, ça peut durer en moyenne combien de temps? Ben, Une c'est journée et demie. Une journée, Ouais, une journée. ça allait être une journée. Fait que, mais je vous dirais que c'est surtout le matin qui est la période la Oui. plus. Ah ouais. La plus Parce propice. En après-midi, on peaufine certains détails, on continue vers, mais en général, l'orientation du dossier, Mais puis où ça s'en va, puis c'est surtout le matin le crunch. j'essaie de les faire débuter, moi, à 7h30 le matin, puis ça marche pas. Ouais. Mais des fois, je débute à 8h30, par exemple. En bas, 8h30. c'est- Oui, bon, est-ce qu'on a d'autres questions? Ça ferait le tour. C'est parfait. Bien, je vous remercie. Oh, on a une autre? Non? C'est bon. Je vous remercie d'avoir assisté à ce deuxième rendez-vous juridique de la saison. Le prochain, vous pouvez déjà le mettre à votre agenda, aura lieu le 15 mai, puis portera sur les clauses de non-concurrence. Ah, ouais. Il est encore temps de vous inscrire à notre rendez-vous formation de demain matin. Mon collègue Olivier va vous mettre le lien d'inscription dans le chat. Le sujet de la formation sera le Lean Six Sigma présenté par Lucas. Et en terminant, je vous invite à répondre à notre sondage sur l'événement que vous recevrez cet après-midi. Puis je vous rappelle que la meilleure façon de ne rien manquer sur l'actualité, les événements et les projets de la Chambre de commerce, c'est de vous abonner à notre infolette. Je vous remercie beaucoup de la part de toute notre équipe d'avoir assisté à ce beau rendez-vous de ce matin, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci.